Bonjour à tous, Plavengudos sus Radio Occitanie. Aujourd'hui, un cours en français et qui pourtant va traiter d'un des éléments les plus importants, les plus même fondateurs de la culture occitane, à savoir les troubadours. Alors voilà un petit cours que j'avais publié dans le magazine Twice, là encore une fois, l'excellent magazine Twice, et ce dossier s'appelait Les troubadours, les amoureux de la libre pensée. Tout le monde connaît le terme troubadour, mais il est fort rare qu'on sache réellement quoi mettre derrière finalement. Et peu de concepts médiévaux ont autant été galvaudés, et pourtant, les troubadours sont à l'origine non seulement de toute la poésie occidentale, mais aussi du romantisme du 19e siècle, d'une part de la poésie de la Renaissance. Bref, nous allons essayer de faire un portrait de ces poètes essayistes, libres penseurs, qui ont modifié tout un pan de culture à eux seuls, et en un sens inventé la drague moderne. Allez, grand 1, idée reçue. Avant toute chose, oubliez tout de suite l'image d'Épinal du sympathique beau gosse qui va de château en château avec un luth accroché à la selle de son âne. Rien n'est plus faux que cette idée d'un poète, homme du peuple et artiste itinérant. Le troubadour est toujours membre de la noblesse ou de la haute société à minima, à quelque degré que ce soit, ne serait-ce que parce qu'il est lettré. Ses poèmes sont complexes, ils font des références à la mythologie antique, aux subtilités politiques de son temps, à la héraldique. Non, tout ça fait que non seulement le peuple n'a pas accès à son œuvre et ne s'y intéresse pas, mais qui plus est, de toute façon, cette œuvre ne lui était pas destinée. Le poète est de haute extraction, noblesse ou autobourgeoisie, et s'adresse à un public qui l'est aussi. Donc le troubadour n'est jamais ou presque l'interprète de ses œuvres. Il en est l'auteur, le plus souvent le compositeur, mais pour présenter son travail au public, il a un juglar, alors ça s'écrit joglar, on le prononce juglar en occitan, qui a donné le mot jongleur en français, qui lui va aller de cour en cour, de château en château, interpréter les œuvres du troubadour qu'il représente. Lui va être cet artiste itinérant qui chante, danse, conte, fait du cirque, du dressage d'animaux, etc. Ce n'est quasiment jamais le troubadour lui-même qui le fait. D'accord, les troubadours étaient des nobles, ils géraient des terres la plupart du temps, ils n'avaient pas le temps ni la possibilité de se déplacer comme ça, ou très très peu. Donc le juglar est généralement l'interprète d'un seul troubadour et il a l'avantage, d'après une convention tacite, de ne jamais être tenu pour responsable des œuvres de son maître et des propos de l'œuvre de son maître. On le verra, il y a de quoi s'attirer des coups de hache quand même des fois dans les textes des troubadours. Grand 2, un peu d'histoire. On considère que les troubadours sont apparus en Occitanie dans le courant du XIe siècle. Le premier d'entre eux étant Guillaume de Poitiers, duc d'Aquitaine, donc bien loin là encore une fois des origines modestes imaginées. Guillaume de Poitiers qui, pour la petite anecdote historique, est le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, la fameuse. Donc au départ, il n'y a pas tant une considération artistique que politique. La région connaît une certaine stabilité militaire et politique. Les conflits se sont déplacés en direction de l'Orient, à Jérusalem, c'est le moment de la première croisade. Et donc, il s'agit avant tout d'acquérir du prestige pour les membres de la noblesse. Donc, très très vite, d'autres vont suivre l'exemple de Guillaume de Poitiers, inspiré par lui, mais aussi, au moins pour la musique, par le royaume arabo-andalou. Tous les instruments de musique des troubadours sont des déformations des instruments arabo-andalous. Le luth vient du lahoud, le rebek, ce violon médiéval, vient du harbel arabe, etc. Et ça va être encore une fois, pour ces nobles, l'occasion de valoriser le bel esprit et le raffinement intellectuel de l'Occitanie. Donc nous avons par exemple Geoffrey Rudel, qui est le vicomte de Blaye, Bernard de Bentadour, qui est seigneur de Serrat, pour les plus connus. Donc on voit bien que ce ne sont pas de modestes paysans ou de modestes ouvriers. On a vraiment affaire à des nobles. En temps de paix, ou tout simplement pour les vassaux les plus modestes, l'art troubadouresque va permettre d'attirer sur soi et sa famille une attention et un prestige qui favorisent les alliances. Et par la suite, on va orienter les cadets de famille, qui n'ont aucun talent pour la politique, la religion ou les choses militaires, vers cette carrière artistique qui permet d'attirer de la reconnaissance sur le nom. Il sera alors de bon ton d'avoir à sa cour, pour les seigneurs les plus puissants, le fils troubadour d'un de ses vassaux méritants. Certains d'entre eux d'ailleurs vont devenir des véritables stars
qu'on s'arrache à prix d'or. On pense à Pierre de Cardinal, originaire du Puy-en-Velay, qui va voyager de cour en cour, ou à Rimbaud de Wacker, qui lui aussi va être extrêmement estimé, ou Guiraud de Borneille pour les plus connus. La place de la femme va s'en trouver grandement valorisée dans cette société troubadouresque, car si les troubadours n'inventent pas l'amour occidental, bien évidemment, ils introduisent quand même les qualités intellectuelles, la culture, la pertinence de jugement et la valeur éthique et philosophique dans les qualités qui suscitent l'amour. C'est ainsi que les femmes des seigneurs importants ouvrent des courses d'amour. Des cours d'amour en français, on a traduit ça par des cours d'amour, ce qui est peut-être une erreur de traduction, car on peut penser que cours d'amour fait plus par référence au cœur d'amour, donc la chorale de l'amour et non pas la cour de l'amour. Mais il y a débat là-dessus. Et donc ces courses d'amour vont être les ancêtres des salons littéraires à la Renaissance. Le prestige de ces cours est proportionnel évidemment à la fois au nombre de troubadours présents, mais aussi à la qualité des poèmes composés en hommage à la beauté de l'hôtesse, et à la beauté de l'hôtesse et à la puissance politique de l'hôtesse elle-même. On pense comme ça à Aliénor d'Aquitaine ou Esclarmonde de Deux Foix pour les courses d'amour les plus prestigieuses. La croisade contre les Albigeois de 1209 à 1244 va à la fois inspirer les œuvres les plus remarquables, mais provoquer aussi le déclin de l'âge des troubadours. Ils disparaîtront au début du XIVe siècle avec la société féodale occitane qui les avait fait naître, non sans avoir inspiré les trouvères en France, les ménestrels en Allemagne ou les baladins en Flandre. Tout ce petit monde-là est postérieur aux troubadours. Alors on va écouter le groupe Four Bandits, ce sont les Marseillais, qui nous chantent donc L'amour des Lougnes de Geoffrey Rudel, qui est un des poèmes vraiment stars, entre guillemets, du corpus des textes de troubadours. Quand l'odio s'allonge mai, me baldo canda sal de loin, e caia sopra ci gelai, me rememora un amour de loin, e me vosso una rubca clinsen che cani flu dal baspin, magari mai chi va gelai. E fomenta l'amour de loin, me donne forza che connais. Devai a casa amor de loin, tu l'ho con tutto lavaggio a venire, si è cambiato picciò giardino, come un palazzo rappresa. Amor de loin, cara sapere chi non sai. Allora che siamo ni buoni ni loin, si cacciamo e che tumba, la sarà sempre la sarà, t'amena e contenta. Partirai per avere mon amour de loin, ma il calzacuro la virai. Su nostro terra loin, ya passaggi e cammini per arrivare in tal paese che Dio ne faga suonerà. Come
Mon bole vas-y fuggi immediata insomma poi Kai massa yassam moi Oh che vas-y fuggi Moggi siacca lo meu poi Men fade Allez, grand 3, les genres. Les genres troubadouresques. Les troubadours classaient leurs textes en diverses catégories. On retiendra ici les principales, il y en a énormément plus, mais bon. La plus connue, donc la kansou, en français la chanson, qui était donc le chant amoureux, ces chants amoureux qui ont fait leur réputation, 6 strophes de 4 vers, avec souvent seulement 2 paires de rimes pour tout le poème, et à la fin ce que l'on appelle un envoi, c'est-à-dire on désigne un messager pour porter le poème à la belle, souvent un animal ou un ami, et au début de la chanson une évocation de la saison. Voilà pourquoi dans la chanson que nous venons d'écouter de Geoffrey Rudel, le premier vers c'est « Lang kan li jun salungun mai », donc en français alors que les jours s'allongent au mois de mai, qui permet de savoir à quel moment Geoffrey Rudel écrit son poème. Alors ensuite, vous avez la sereno, en français la sérénade, qui est la lamentation de l'amoureux et conduit, il s'est fait virer, donc il se plaint. Vous avez le sirbentes, alors qui est le genre que moi je préfère, qui est la première forme connue de littérature engagée, vraiment, où les poètes vont écrire des véritables pamphlets, sorte d'ancêtre du rap, donc essentiellement sur la politique et sur la morale, où ils vont attaquer nominativement le roi de France, tel ou tel noble qui s'est mal conduit, le pape parfois, prenant de gros risques, puisqu'on est à une époque où il n'y a pas la liberté d'expression, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est en Occitanie qu'on a créé l'Inquisition à partir de 1229, donc ce n'est pas du tout anecdotique. Et on voit là d'ailleurs l'importance pour le jouglar, qui interprète les œuvres du troubadour, de ne pas être tenu pour responsable des propos du troubadour. Ensuite, vous avez la tensu, qui est une joute ludique et poétique entre deux troubadours, qui est un défi. On appellerait ça un clash de nos jours, avec une percussion où deux troubadours vont se défier mutuellement. Les thématiques les plus classiques sont de savoir lequel des deux est amoureux de la jeune femme la plus belle et la plus méritante. Vous avez également l'ouplagne, qui est le chant de deuil, la plainte qui évoque le deuil, la lamentation du deuil. Et enfin, la bido, la vie en français, qui sont des biographies qu'on écrit sur un collègue troubadour. Biographies qui, même si les troubadours n'ont pas inventé la biographie, ils font partie des premiers à avoir écrit des biographies honnêtes. C'est-à-dire que jusque-là, la biographie était un exercice qui avait des visées politiques. Celui qui écrivait, le chroniqueur qui écrivait généralement depuis un camp pour dénigrer le camp d'en face. Donc c'était pas très objectif. Les troubadours, eux, vont essayer, quand ils écrivent les bidos entre eux, d'être assez objectifs. Quatrième point, les codes. L'écriture de ces poètes, tout comme leur valeur, était extrêmement codifiée. On distinguait 3 catégories de textes. Tout d'abord, le trouba clar, littéralement création claire. C'est un texte au niveau de compréhension limpide, abordable pour tous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études ou d'avoir un grand niveau de connaissances littéraires pour le comprendre. C'est un texte simple d'accès. Vous avez ensuite le trouba ric, la création riche, qui est plus complexe, qui va demander d'avoir quelques lettres, quelques humanités, comme on dit, un peu de formation classique, une certaine connaissance des enjeux sociaux du moment, et quand même une capacité un peu à apprécier les subtilités. Et enfin, vous avez le trouba clus, littéralement création opaque, ou alors là c'est du symbolique, de l'allusion du deuxième degré, des figures de style dans tous les sens. Le trouba clus, c'est du mal armé avant la lettre. Certains de ces textes sont encore pour nous totalement incompréhensibles, c'est extrêmement complexe. On peut quasiment parler de messages codés. Alors, il est à noter, ça c'est très important de le comprendre, qu'il s'agit d'un classement de difficulté et non pas de qualité. Il n'y a pas cette idée de... La difficulté ne fait pas la qualité, pas forcément.
Toujours dans ces codes, comme je vous disais dans les Kansu, il faut commencer par l'évocation de la saison et terminer par l'adreisse, donc la nomination d'un messager. Et puis, donc, toujours dans leur code, on ne tombe pas amoureux de n'importe qui non plus. La donne, la dame en français, se doit d'être mariée à un époux plus puissant que vous et elle ne doit pas être une femme facile. Il faut qu'il y ait des difficultés, il faut que le troubadour puisse déployer tout son arsenal poétique, aller puiser toutes ses ressources au fond de lui-même pour enfin pouvoir mériter la dame. Et plus elle vous résiste, avec quelques signes d'encouragement, cela dit, le fameux coup du mouchoir qui tombe par terre vient de là, plus elle a de la valeur. Et naturellement, vous vous devez d'afficher votre amour publiquement, en particulier devant son mari. Donc ça se fait. Il n'y a pas de problème avec qu'un troubadour écrit des chansons d'amour pour une femme mariée, même si elle est mariée à un ami du troubadour. Ça ne choque personne pour l'époque. Il n'y a pas cette jalousie-là. Précisons quand même, il faut le rappeler, que on parle de mariages qui à l'époque ne sont pas des mariages d'amour, ce sont des mariages politiques, des mariages de raison. Donc bon, le seigneur n'est pas non plus passionné par sa femme la plupart des cas. Et on écoute un grand classique de la poésie troubadouresque, qui est un sous-genre. Ce texte a tellement bien marché qu'il a créé un sous-genre qu'on appelle l'albo, qui est la complainte de l'amoureux qui a réussi à séduire la dame, passe la nuit avec elle et espère ne pas voir venir le jour parce qu'il ne veut pas avoir à se séparer de la femme qu'il aime. Donc ce texte s'appelle Reis Glorious, avec l'anaphore finale et Hades sera l'albe, et bientôt poindra l'aube, qui a créé ce sous-genre de la kansu amoureuse qu'on appelle l'albe, et qui nous est en l'occurrence chanté par le groupe de musique néo-médiévale Estampi. See
5e point, l'uparage. Alors ça, c'est un mot qui n'a pas de traduction exacte en français. L'uparage, très difficile à traduire. On pourrait traduire ça par la bonne conduite, la conduite qui s'affiche bien, quelque chose comme ça. Et c'est le nom que porte le code éthique et philosophique des troubadours. Il va d'ailleurs progressivement influencer l'ensemble de la société médiévale occitane. On pourrait même dire que ce qui fait la différenciation fondamentale entre la culture, disons, française ou occidentale, et la culture dite occitane ou méditerranéenne à l'époque, c'est cette idée du parage. Peut-être plus que la langue, au Moyen-Âge, le parage est ce qui différencie ces deux peuples. Alors, il y a plusieurs valeurs cardinales dans ce code du parage qui est une véritable philosophie. Il ne s'agit pas juste de quelques principes comme ça. Alors, par exemple, il y a la courtésie, donc le comportement noble, la courtoisie. Il désigne l'obligation pour le troubadour de traiter chacun avec respect, toujours dire ce qu'il pense, être loyal à ses pairs, et très important, ne jamais s'attribuer les mérites de l'autre dans quelque domaine que ce soit, en particulier littéraire. Vous avez la fine amour, donc on en a parlé, l'amour fin, l'amour véritable, l'amour raffiné, donc qui est une forme d'amour platonique qui encense la dame aimée pour des qualités plutôt intellectuelles, la plaçant au-dessus de tout. Et alors, si l'adultère n'est pas rejeté, encore une fois, la consommation sexuelle du sentiment n'est pas le but recherché. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le but premier. On est vraiment dans une vision de l'amour qui est extrêmement idéalisée et philosophique. Dans quelque chose de très spirituel. Donc seul compte finalement la passion, l'extase d'aimer et surtout l'inspiration artistique que cela procure. Voilà pourquoi plutôt que de parler de l'écriture de l'amour chez les troubadours, il serait plus judicieux de parler d'amour de l'écriture. Vous avez la balienza, donc qui est le fait d'être prêt à tout pour défendre ses idées ou son amour, cette idée du sacrifice pour l'amour. Vous avez également le ben sabé, dans le bon savoir. Le troubadour se doit d'apprendre en continu, que ce soit de manière autodidacte ou avec un formateur, mais aussi de juger les autres par sa propre expérience et non pas par les préjugés sociaux. Cette idée leur vaudra d'être considérés parfois comme des préhumanistes, mais leur attirera aussi les foudres de l'Église qui ne voyaient pas d'un très bon œil cette remise en question des castes sociales, du pouvoir religieux et au passage de la position de la femme. Il y a enfin un dernier point dans ce code de l'honneur du parage qui est fondamental, qui est le joy, en français la joie, on pourrait appeler ça comme ça, qui est cet état de grâce de la création du troubadour. Le joy, lorsque le troubadour est dans cette espèce d'état d'excitation que peut ressentir l'artiste, les flamenquistes appellent ça le duende. On pourrait de nos jours dire ça, je sais pas moi, triper, kiffer, s'éclater. C'est ce moment d'espèce d'extase comme ça, physique et psychique de l'artiste, qui est dans un état de grâce, oui, vraiment de la création artistique. Et cet état-là, d'une forme de nirvana, est vu par les troubadours comme une fin en soi, l'aboutissement d'une quête, un objectif. Et l'état du joy final, donc l'état du génie artistique, c'est vraiment, il y a cette idée-là quand même très philosophique de la quête d'atteindre ce génie artistique-là, eh bien, est le but recherché par le troubadour dans la création. Et lorsque ses pairs, les autres troubadours, reconnaissent chez un troubadour le fait d'avoir atteint le joy, cela lui donne vraiment un statut social très très particulier. On dit de lui qu'il est enjoy, il est dans le joy, il est en joie, c'est vraiment un état d'extase finale. Et les femmes, me direz-vous, dans un 6e et rapide point, alors quelques femmes qu'on a alors appelées les troubaïrites tentèrent d'adapter la geste occitane à leurs conditions, mais s'il est vrai que les troubadours permirent à l'époque une amélioration de la condition féminine, uniquement les nobles, ça va sans dire, la société patriarcale toléra très mal que les troubaïrites, donc des femmes, affichent leurs sentiments pour les hommes mariés et expriment ouvertement leurs opinions sur les affaires politiques. C'était quand même mal vu à l'époque, donc elles ne furent pas très nombreuses, mais il y en a eu quelques-unes quand même, dont une en particulier, la comtesse de Die,
ou des dia en occitan, dont la qualité des écrits est quand même absolument remarquable, qui fait objectivement partie des grandes troubadours et qui est une très 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 grande troubadourite. Pour conclure, l'héritage des troubadours, eh bien, les troubadours vont durablement changer la vision de la femme médiévale, mais aussi bouleverser l'écriture littéraire, en parlant d'autre chose que de guerre ou de religion, tout au moins de manière factuelle notamment. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, qui est donc cette œuvre qui met fin à la littérature médiévale finalement, pour ouvrir la littérature de la Renaissance, fait parler Marc Abru, le troubadour Marc Abru dans la Divine Comédie, cite d'autres troubadours comme Guiraud de Bourneil, etc. Mais c'est surtout Ronsard et tous les poètes de la Pléiade qui vont les sortir du passé, au VIe siècle, alors qu'ils ont disparu depuis 2 ou 3 siècles, et les remettre au goût du jour par leur vision de l'amour, quitte à leur prêter quand même parfois plus de mérite et de probité qu'ils n'en avaient vraiment. Par la suite, cet héritage servira surtout donc les Lumières de la Révolution, mais les romantiques du 19e vont énormément s'inspirer des troubadours et se revendiquer d'eux pour la partie cansou, évidemment la partie amoureuse, pas du tout la partie politique, hélas. La bohème de Montmartre aussi va s'y intéresser, et plus globalement tout le mouvement régionaliste occitan. Paradoxalement, les artistes contemporains vont assez peu oser les réinterpréter. Leur musique servira souvent d'inspiration, mais leurs textes, qui firent pourtant toute leur force et leur originalité, et qui sont bien réels, vont être souvent laissés au bon soin les études universitaires, ce qui est un peu dommage. Pour conclure un tel sujet, je vais laisser la parole à l'un d'entre eux, mon préféré, celui que j'admire le plus, qui est définitivement mon troubadour préféré, qui est Peire des Cardinals, qui a écrit énormément de Cervantes, et dont nous écouterons pour nous quitter une chanson, son Cervantes numéro 40, que Charité bien ordonnée commençant par soi-même, j'ai mis en musique avec mon groupe Eidolon. Mais je vous cite les 3 premiers vers de notre poème de Cardinal, que celui que nous allons écouter, qui dit « Tustem bir quida en saber, e kanji soscuc per sosai, et lais menti per direber ». Ce qui veut dire « Je remplace toujours croyance par savoir, et je remplace je le crois par je le sais, et je renonce à mentir pour dire la vérité ». Voilà, Peire des Cardinals a écrit ça au XIIIe siècle. C'est absolument magnifique. Voldrei plorar se poguesse, queria o adesso só que vuoi, e lo penso me eres mai. Che li rendrai